Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkoff est en face-à-face aujourd'hui avec le professeur Christian Perron, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches et auteur de ce livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» aux éditions Albin Michel. Alors, professeur Perron, heureux de vous recevoir à nouveau. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis que vous êtes venu justement à Sud Radio. Et là, ça devient tout à fait extraordinaire. Par exemple, alors je vais vous donner quelques exemples et j'aimerais que vous réagissiez et puis on va discuter du reste. Savoir où sommes-nous. Vous rappelez-vous, il y a 3 semaines, un mois encore, c'était la deuxième vague. La deuxième vague arrive, la deuxième vague est là, ça y est. Et on voit tous les jours, on nous dit, regardez les chiffres, ça remonte, les courbes remontent, etc. Première chose. Deuxièmement, Agence Santé Publique France nous donne des chiffres, 123 morts, parce que là c'est les décès, évidemment c'est ce qui compte, et après on s'aperçoit que c'est un hôpital qui n'a pas donné ces chiffres pendant quelques semaines, qui vient de les donner aux quelques mois. Ensuite, il y a, au-delà des études qu'il y a eu, on ne va pas reparler des études bidons du Lancet et du New England Journal, il y a à la télévision, on dit, mais écoutez, tel médicament, mais la chloroquine, comment Raoult a dit qu'il y a 4,5 milliards de personnes qui l'utilisent, alors que c'est absolument faux, c'est 1 million de personnes. À la télévision, au journal de 20h, on vous dit ça, c'est faux, etc. On a l'impression, mais en permanence, dans le milieu médical, comme d'ailleurs dans le milieu médiatique, on entend tout et le contraire de tout. Alors, professeur Perron, où en est-on aujourd'hui ? Bonjour André, je suis ravi de revenir. Juste, vous avez fait une allusion à Sibeth Ndiaye. Je regrette qu'elle soit plus au pouvoir aujourd'hui parce qu'elle nous dit que finalement le masque servait à rien. Et alors que le masque servait à quelque chose pendant la vague épidémique, peut-être qu'elle aurait un rôle aujourd'hui très utile. Alors, maintenant, pour toutes les questions que vous posez, pour moi, on est dans l'instrumentalisation de la peur. Parce que sur les chiffres globaux, on va revenir après sur les hospitalisations, les décès, mais sur les chiffres globaux, on nous dit, là, ça y est, c'est la deuxième vague partout, ça flambe. Tout ça est totalement bidon parce que c'est basé sur les tests qu'on appelle PCR, on met un petit écouvillon dans le nez pour chercher le virus. Et la PCR, c'est quoi? Alors, c'est un peu technique, mais le virus, il a ce qu'on appelle l'ARN, qui est un acide nucléique et qui code pour son activité. Comme on ne peut pas cultiver le virus, il y a une enzyme qui multiplie, comme une machine à tricoter, des millions de fois les petits fragments d'ARN qu'il y a dans le prélèvement. D'accord. Alors, normalement, tous les scientifiques disent il y a un certain nombre de cycles à faire pour faire cette technique. Il ne faut pas dépasser 20 cycles. Après, c'est totalement débile parce qu'on a plein de faux positifs. C'est-à-dire que tous les tests qui sont dits positifs sont négatifs. Or, l'Allemagne fait 20 ou quelques cycles dans la technique. L'Italie, qui a été très intelligente, qui a suivi l'Allemagne, pareil. Et il n'y a pas d'explosion de l'épidémie. En France, on est à 40-45 cycles, ce qui est totalement débile sur le plan scientifique. Et inutile, vous voulez dire? Inutile. Enfin, c'est pas inutile, c'est vraiment c'est franchement débile parce que ça crée des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de faux positifs. Le gouvernement, comme ça, d'un claquement de doigts, peut vous créer une épidémie, une deuxième vague de gens qui sont en parfaite santé. Et quand le ministre disait on va avoir 1 million de tests par semaine, mais 1 million de tests, c'est de la folie, parce que c'est des gens en parfaite santé. Oui, ils n'ont pas besoin de se tester, ces gens-là, non, pas du précis, tout. Un test, moi je suis à fond pour faire des tests PCR, mais sur des populations ciblées, pour confirmer les gens qui ont des symptômes, bien sûr, pour voir si c'est vrai. Alors que quand le président, il y a quelques mois, disait on va faire des tests que pour les gens qui ont des symptômes, je disais non, c'est pas. Il faut aussi pour le faire, c'est des gens qui n'ont pas de symptômes, mais dans l'entourage des cas, quand on fait une politique de santé publique normale, où on dépiste autour des cas, là, dire à tous les Français, faites la queue, parce que moi j'ai vu des queues dans Paris de centaines de mètres devant des labos pour faire des tests qui sont en parfaite santé. Alors maintenant c'est gratuit. C'est en train de ruiner la sécurité sociale. J'ai vu que c'était des milliards d'euros pour faire ces tests. Parce que ça coûte 75 € à l'État, le test. C'est un scandale total. Et après, forcément, on va trouver plein de gens qui ne sont pas du tout malades, mais ils ont un test positif alors qu'ils n'ont pas du tout le coronavirus. Alors, on les met en arrêt de travail, ce qui coûte cher. On isole tous leurs collègues, on ferme les écoles. Moi j'ai un collègue dont la fille travaillait dans une tour à la Défense, dans une grande entreprise. Ils ont testé tout le monde. Sa voisine de bureau avait été positive. Ça a été le branle-bas de combat. Quasiment l'entreprise était arrêtée, alors que tout le monde était en parfaite santé.
Donc ça n'a aucun support scientifique, c'est une honte totale. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de pays, à part la France, qui fait ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'en France, on nous invente une deuxième vague catastrophique. Alors, l'épidémie, j'en conviens, continue de circuler. Il y a encore des cas, il y a des malades, mais ils sont moins sévères qu'avant. On verra que la virulence a baissé. Il y a encore des cas. On va en parler, professeur, juste après cette petite pause. À tout de suite. Le face-à-face. Et nous continuons notre face-à-face avec le professeur Christian Perron, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches et auteur de ce livre que je vous recommande évidemment. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise chez Albin Michel? Et effectivement, on peut se poser des questions. Et justement, à propos des tests, professeur Perron, parce qu'il faut redire ça, parce qu'on entend partout, on voit des titres, ah oui, ça recommence, c'est reparti. D'ailleurs, regardez le nombre de cas de tests positifs. Il faut expliquer enfin que positif, c'est pas être malade, je crois. Mais ces tests aujourd'hui sont totalement bidons parce qu'ils génèrent beaucoup ce qu'on appelle des faux positifs. Par des erreurs de la technique, on vous déclare positif alors que vous n'avez pas du tout de virus, que vous êtes en parfaite santé. Ce qui compte dans les statistiques, on pourra y revenir après, c'est le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. C'est ça. C'est la seule chose qui compte dans une épidémie. Ces tests bidons, c'est uniquement, si le ministre dit on va faire 1 million, on va faire 2 millions, 3 millions, il pourra tripler l'épidémie de façon totalement artificielle avec des gens qui ne sont pas du tout malades. Oui. Ça, c'est de la politique, c'est pas de la médecine, c'est pas de la science. C'est franchement un grand scandale sanitaire et politique. On instrumentalise la peur. Et en fait, ils sont, quand vous dites ils ne sont pas malades, ils ne sont pas non plus contagieux ou ils peuvent l'être. Alors, il y a une polémique, est-ce que les gens qui n'ont pas de symptômes sont contagieux ou pas? Oui. Je pense que dans certains cas, ils peuvent l'être, ils n'ont pas beaucoup de virus, mais c'est dans toutes les maladies, avant juste les 2 jours qui précèdent tous les symptômes. Quelqu'un qui n'a pas de symptômes peut être contagieux, c'est valable pour tous les virus respiratoires, donc je ne conteste pas ça. Mais après, on nous a dit tous ces gens asymptomatiques sont très dangereux. C'est faux. D'ailleurs, il y a des études récentes publiées qui montrent que finalement, les gens qui n'ont pas de symptômes ne transmettent presque pas le virus. Je dis pas, il n'y a pas zéro transmission, mais c'est très faible. Enfin, très faible, oui, je comprends. Et justement, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui nous étonne tous. On ne parle plus de la grippe. La grippe, ça faisait combien de morts? Enfin, je crois que ça faisait 30 à 40 000 morts l'année dernière, enfin, par an. Mais quand on regarde sur l'ensemble de l'année, on n'est pas arrivé à la fin de l'année. Oui. Mais finalement, cette année, il n'y aura pas beaucoup plus de morts que les années précédentes. Alors, il y a eu un pic de mortalité très important sur les personnes très fragiles, les personnes très âgées ou qui avaient des maladies qui exposaient au risque du corona. C'est indéniable. Il y a eu un grand pic, une vague, cette fameuse courbe en cloche, où maintenant on est en bas de la cloche. Et ça existait. Mais quand après on regarde avec le recul sur la mortalité de toutes les années précédentes, finalement la différence est pas très importante. Donc il n'y a pas eu la grande catastrophe sanitaire, parce que si on veut comparer avec l'épidémie de peste en Europe autrefois qui a décimé 60% de la population de l'Europe, on n'est pas du tout dans ce registre. Et pourtant, officiellement et dans beaucoup de médias, on instrumentalise un message de la peur qui veut nous faire croire qu'on est dans la situation de la peste où toute l'Europe va mourir, alors que c'est totalement faux. Mais pourquoi, à votre avis, professeur Perron, je m'adresse aussi bien aux médecins qu'aux citoyens, qu'après tout vous êtes... Pourquoi cette espèce effectivement, de tintamarre, de messages sans cesse rappeler attention, attention, attention. Et je précise 2 exemples, par exemple, ce qui se passe dans les écoles, avec les gosses, avec qui, en tout cas, à partir de 11 ans, on leur met des masques. Les professeurs qui se plaignent, j'en ai connu, et on a reçu ici, qui se plaignent de porter le masque pendant 8 heures, qu'elles n'en peuvent plus. Alors, est-ce que c'est fondé ou pas? C'est absolument pas fondé. En plus, j'ai vu des personnes qui avaient plein de boutons sur la figure et l'eczéma derrière les oreilles. Pour beaucoup de gens, c'est un stress d'aller au travail. Avec ces masques vous imaginez porter un masque toute la journée? Moi, j'ai la chance d'avoir dans mon bureau, je suis seul dans mon bureau, je porte pas de masque, mais si j'étais dans un open space, je craquerais, j'irais même plus au travail, je me mettrais en arrêt maladie pour pas supporter cette dictature des masques qui est totalement infondée. Quand il y a eu des épidémies de grippe dans les années passées qui ont fait plus de morts qu'aujourd'hui, on n'a jamais confiné toute la population. L'autre jour, j'étais à Strasbourg avec Martine Vonner, qui est députée et médecin, oui, tout à fait, avec le doyen de la faculté de Strasbourg. On a fait un débat public. C'était juste à la période où le tribunal administratif avait cassé les
les directives de la préfète d'imposer le masque à tout Strasbourg. Ah oui, Puis après, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le ministre de la Santé, en urgence, a réuni le Conseil d'État un dimanche matin. Je suis pas sûr que dans la République, il y a eu beaucoup de cas où le Conseil d'État était réuni le dimanche matin en extrême urgence parce que l'Alsace allait mourir. Alors que j'ai regardé les statistiques, quand j'étais à Strasbourg ce jour-là, Oui. il n'y avait même pas 10 malades de Covid nouveaux hospitalisés, donc il y avait Franchement, il n'y avait pas la panique à faire. Aucune inquiétude. Eh ben, le Conseil d'État a dit qu'on pouvait remettre le masque et et moi, ce qui est grave, c'est une atteinte grave à la démocratie. Parce que si vous regardez, moi je pense que cette histoire de Strasbourg, c'est un prétexte. On a fermé le Parlement européen. C'est pas rien. Eh oui. Le Parlement européen a dit Strasbourg et le Bas-Rhin est en zone rouge alors qu'il y a presque plus de cas dans les hôpitaux. Si vous regardez même les statistiques de Santé publique France, il ne se passe rien en Alsace. Oui. L'Alsace a été stigmatisée, on a fermé le Parlement de Strasbourg. C'est-à-dire qu'on est en train de verrouiller la démocratie. Strasbourg, fini. Le Parlement français, regardez ce qui se passe. Depuis qu'ils ont annulé l'état d'urgence sanitaire, ils ont passé une nouvelle loi de l'état d'urgence permanent, je dirais. C'est-à-dire que maintenant, le gouvernement peut prendre toute décision sans demander l'avis des députés, prendre des décisions liberticides. Et moi, je suis paniqué pour la démocratie. Moi, je suis un amoureux de la France et de la démocratie. Et là, je me dis, c'est très grave ce qui se passe. Et je pense que les Français ne le voient pas. Et maintenant, on est bâillonné avec cette soi-disant épidémie qui existe, certes. Il continue à y avoir quelques morts, quelques dizaines de morts. On convient, mais on a vu pire dans le passé. Mais là, on prend le prétexte de ça pour totalement noyauter nos institutions. Donc vous dites que c'est politique pour vous? Ah bah évidemment, parce que c'est plus de la médecine, là franchement. Je sais pas, je comprends pas de M. Conseil scientifique, il est complètement bâillonné. D'ailleurs, le masque, pour moi, c'est un bâillon, voire une muselière. On n'a plus le droit de parler aujourd'hui. D'ailleurs, le conseil scientifique, on l'entend pas du tout. Enfin, on l'entend pas beaucoup. Rappelez-vous, à un moment donné, Jean-François Delfrécy, le président, a dit « Ah, on va dans 2 semaines extrêmement difficiles ». Et puis, il est revenu parce que Macron, je crois, l'a recadré de façon assez forte. Donc, enfin bon, ça, c'est la cuisine interne. Mais revenons à ça. On parle de la peur. Est-ce que... Et dans le monde entier, aujourd'hui, vous avez vu, on ne va pas revenir sur la grande querelle, sur l'hydroxychloroquine et compagnie, mais comment vous expliquez que ça continue encore, cette polémique, alors qu'on a dit dès le début que ça devait être administré uniquement au début de la crise, si crise il y a. Comment s'expliquer? Vous avez vu, encore, je parlais de la télévision, 4,5 milliards de gens qui prennent l'hydroxychloroquine, en tout cas qui ont pris, et puis on dit non, c'est faux, etc. Comment expliquez-vous cette polémique qui continue encore? Je vais vous répondre sur la chloroquine, juste sur la peur. Quand je vois maintenant le ministre de la Santé Véran qui a un masque rouge, vous savez, le rouge, c'est le sang, c'est la mort, c'est la peur. Donc le ministre de la Santé instrumentalise cette peur qu'on veut nous inculquer. Alors sur la chloroquine, j'étais très heureux de voir hier ou avant-hier tout un article qui est écrit par l'Association des médecins et chirurgiens américains qui dit... C'est récent, là, avant-hier, vous dites. Oui, c'est tout récent, là. Il y a un jour, je ne sais plus, il y a un jour ou deux, mais j'ai les références. Ils ont analysé tous les pays du monde qui avaient utilisé ou pas la chloroquine. Il n'y a pas photo. Les pays qui n'ont pas utilisé la chloroquine ont une mortalité de façon gigantesque supérieure aux autres pays. Et la France est championne du monde. Je l'ai toujours dit, dès le mois de mai, juin, je l'ai redit tout l'été, la France a été championne du monde de la létalité. Et dans cet article, qui pour une fois ne vient pas de moi, moi je suis pas fiable par définition, mais vient de médecins et chirurgiens américains, de la plus grande association de médecins aux États-Unis, dit la France est la championne du monde de la létalité. Donc... La France, vraiment, ça a été... On est maillot jaune de ce point de vue-là. C'est pas un nombre total de morts, parce qu'il y a des pays bien plus grands que nous, qui ont plus de cas, mais par rapport au nombre de cas, oui, la France... Oui, par rapport à la population, bien sûr. Parce que la France est le seul pays au monde à avoir interdit la chloroquine. Et si aujourd'hui on nous dit, oui, il y a encore un peu de tension sur les réanimations dans certaines régions, c'est vrai. Parce que les médecins généralistes aujourd'hui, alors que depuis l'abolition de la loi d'urgence sanitaire du 11 juillet, oui, les médecins ont le droit de nouveau de prescrire la chloroquine comme ils veulent. Beaucoup de médecins, moi je suis étonné, ne sont pas au courant de ça, ont toujours peur et ne prescrivent pas. Et il y en a qui pensent encore qu'ils ne peuvent pas prescrire. Bien sûr, et ça c'est affolant. Les médecins généralistes, je leur dis, vous avez le droit de prescrire. Ça y est, la loi d'urgence sanitaire a été abolie. Vous avez le droit de prescrire l'hydroxychloroquine, l'azithromycine
Et malheureusement, comme les médecins ne veulent pas traiter les personnes âgées quand ils sont au domicile, les quelques personnes à haut risque qui existent encore peuvent faire des formes graves et arrivent en réanimation. Normalement, si le gouvernement avait un conseil scientifique normal et qui se basait sur les données scientifiques normales, il aurait recommandé ça. Il aurait recommandé que la gestion de l'infection devrait être en médecine de ville avec les médecins généralistes qui sont quand même des gens super et qui sont sur le terrain. Et il devrait traiter les gens dès le début avant qu'ils soient hospitalisés ou en réanimation. Et on a tellement terrorisé les médecins de ville qui n'osent pas prescrire. Et ça, là encore, pour moi, c'est un immense scandale d'État. Un scandale de plus, et c'est vrai, professeur Perron, on se retrouve après les informations et avec les auditeurs de Sud Radio. Qui auront composé le 0826 300 300, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et qui ont beaucoup de questions. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Christian Perron, on en a parlé de beaucoup de choses, effectivement, et on remet certaines pendules à l'heure, et elles en ont vraiment besoin. Alors, en fait, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on peut parler de deuxième vague ou pas? Alors, à l'échelon de la planète, parce que la France est petit par rapport à la planète, ça baisse partout. Le nombre de cas, la mortalité, ça s'est confirmé. Après, c'est vrai qu'à certains pays, ça réaugmente un peu. Dont la France. C'est indéniable qu'en France, depuis quelques semaines, il y a une petite réaugmentation. Je m'en fous des cas sur la PCR, parce que c'est des tests bidons, ça ne veut rien dire, mais les hospitalisations, les décès ont un petit peu augmenté. On avait 10 ou 20 décès, 10 en juillet, 20 en août, et maintenant on a 40, et certains jours... Mais rien à voir avec mars-avril. Ben non, c'était 500, voire 1000 certains jours, donc on est largement en dessous. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas surveiller ça avec vigilance, parce que si ça continue d'augmenter, je serai le premier à dire je change d'avis, il faut passer dans des mesures beaucoup plus coercitives. Mais là, franchement, aujourd'hui, quelques dizaines de décès sont des personnes très âgées avec des facteurs de risque majeurs. Je suis triste pour ces personnes, mais on voit ça régulièrement tous les ans depuis des décennies avec d'autres virus respiratoires. On n'a jamais mis la France sous cloche, on n'a jamais atteint à nos libertés fondamentales, on n'a jamais... Parce que ce qui est grave aujourd'hui, regardez, on attaque l'école, on attaque l'enseignement. L'enseignement, il y a des milliers de classes qui sont fermées. S'il y a quelqu'un qui éternue dans la classe, qui a un test positif, on ferme la classe pendant 15 jours ou plus. On attaque... la culture, il y a les cinémas font faillite, les théâtres marchent au ralenti, ils vont faire faillite. On attaque le sport. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'entraînement des sportifs de haut niveau, donc il n'y a plus de Jeux Olympiques. Donc on attaque à tous les fondamentaux de ce que toutes les populations, et les Français en particulier, chérissent, c'est-à-dire d'avoir la liberté, l'enseignement, la culture, le sport, un peu même le lien social. On a interdit... Moi, j'ai quelqu'un de ma famille proche, parce qu'il y avait un test positif dans la famille, on a supprimé un mariage où il devait y avoir 150 personnes, ça date d'hier, c'est une information. On est dans le non-sens total, c'est une attaque frontale contre le peuple, et je pense que le peuple français doit se révolter, parce qu'il n'y a pas la justification scientifique avec cette épidémie qui, certes, existe toujours un petit peu, mais qui n'est pas si dangereuse que ça. Oui, mais professeur Perron, vous répondrez, je me fais l'avocat de ceux qui disent, attendez, c'est très bien tout ça, mais est-ce qu'il ne faut pas, selon le principe des précautions, prendre les précautions maximum, même si ça va au-delà, et au moins on empêche une explosion? Parce que c'est ça qu'on vous dit. Bien sûr. Et les précautions, elles doivent être ciblées, je l'ai toujours dit. J'ai jamais changé de discours depuis le mois de mars ou avril, et maintenant je dis toujours le même discours. Toutes les mesures, que ce soit le dépistage par les tests, que ce soit les masques, ça doit être ciblé. On ne met pas sous cloche tout un pays, on ne dépiste pas des millions de gens comme ça qui font la queue pour c'est n'importe quoi, et on génère des fausses épidémies. Ça doit être ciblé. Donc aujourd'hui, je suis conscient, je dis c'est vrai que le nombre de cas augmente un peu, il faut protéger nos aînés. J'étais scandalisé. L'autre jour, j'ai reçu... C'était hier même, j'ai reçu dans mon hôpital des représentants de gériatres qui venaient des différentes EHPAD d'Île-de-France, qui voulaient avoir un petit peu mon avis. Et il dit, quand on a un cas suspect de Covid dans une maison, dans un EHPAD, on fait un test PCR, il faut attendre 8 ou 10 jours parce que les labos sont saturés. Comment voulez-vous que c'est dans les EHPAD où le risque est majeur, c'est pas le jeune là qui travaille, je sais pas où, qui a 20 ans, qui a un petit boulot, qui doit être dépisté. C'est dans les EHPAD qu'il faut faire le dépistage. Comment voulez-vous qu'un médecin d'EHPAD gère la crise, isole les cas positifs,
pour bien gérer, donne de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, qui, je le rappelle, est formellement démontré dans le monde entier comme étant le médicament qui marche à plus de 95% s'il est donné à temps. Ouais. Si on donnait ce médicament à tout le monde, il n'y aurait plus d'épidémie. Comment voulez-vous qu'un médecin d'EHPAD gère ça alors qu'il faut qu'il attende 10 jours? Pourquoi il attend 10 jours? Parce qu'il y a des... Parce que des milliers, parce que le ministre de la Santé, milliers de gens qui ne devraient pas se faire tester. Parce que le ministre de la Santé a dit aux Français, on va faire 2 millions de tests par... C'était 1 million, bientôt il veut faire 2 millions. C'est du délire total et ça embouteille totalement. D'ailleurs, il y a des représentants des biologistes qui commencent à hurler en disant stop. Et moi je dis... pas le vaccin, pardon, je dis des bêtises, mais le test pour tout le monde, sans prescription médicale, gratuit, il faut arrêter le test. Je veux bien qu'il soit remboursé, il doit être sur prescription médicale dans des indications précises. Précises, absolument. Oui, Clémence. On fait un petit tour du côté du Standard et Bruno nous appelle de la Haute-Vienne. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur Berkoff et bonjour à monsieur le professeur Perron. Voilà, c'est la première fois que j'appelle et que je suis en direct de ma vie. Voilà. Alors, je voulais vous remercier de l'excellent travail que vous faites. Et vraiment, en France, on a besoin de gens comme vous. Voilà, j'ai trouvé un article. Voilà, ça s'adresse à monsieur le professeur Perron. Oui. À tout le monde. Voilà, j'ai trouvé un article sur le magazine Top Secret numéro 99 qui traite médecine de ce grand monsieur Nikola Tesla. Et ça parle de l'ozonothérapie, injection d'ozone dans le sang et qui a un pouvoir extraordinaire. Et j'aurais aimé savoir le point de vue du professeur Perron. Eh bien, il va vous répondre. Voilà. Écoutez, moi, j'ai aucune compétence dans ce domaine. Dans beaucoup de maladies, l'ozone était mis à la mode. Peut-être que ça marche dans certains cas, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données scientifiques. Donc, je ne suis pas contre a priori, mais je ne peux pas du tout me prononcer sur ça. Merci, merci. Oui. Oui, on donne la parole à Mireille qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Mireille. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Berkoff, bonjour professeur Perron. Je vous interpelle parce qu'en fait, je me pose une question que je pense que beaucoup de personnes qui vivent un stress intense se posent. Pourquoi on ne change pas de discours et on ne dit pas aux personnes qui vont se faire tester alors qu'elles n'ont aucun symptôme que ça ne sert à rien? Ça veut dire que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est un peu à cause de toutes ces personnes qui vont se faire tester pour rien, voire plusieurs jours par semaine, plusieurs fois par semaine. Oui, plusieurs fois, oui. Ça, c'est voilà. Vrai. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne comprends pas pourquoi sur les plateaux télé, radio, etc., nous n'avons pas de débat entre les uns et les autres. Très souvent, on reçoit les uns qui, incendient les autres, et inversement. Pourquoi n'avons-nous jamais ce débat à la télé ou à la radio, peu importe. Et dernière question, pour les écoles, parce que mon enfant masqué toute la journée, c'est absolument insoutenable. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi un petit peu plus précisément aux masques FFP2 efficaces pour les professeurs, pour les enseignants, de façon à laisser les enfants respirer? Professeur Perron. Il y a plusieurs questions, je les ai un peu oubliées en cours de route. Alors, la dernière, je dirais, c'était sur les enfants, masques, etc. C'est pas parce que, vous savez, là, en population générale, le masque FFP2 n'est pas bien supérieur au masque chirurgical. C'était montré dans des épidémies de grippe avant, dans des publications très sérieuses. Le masque FFP2 est utile pour des soignants qui sont vraiment en face d'un malade très contagieux qui peut leur projeter des sécrétions à la figure, parce que quand vous faites une fibroscopie à un malade, vous lui rentrez un tube dans la gorge, le malade n'est pas protégé, donc vous devez vous protéger au maximum. Mais en population générale, il n'y a pas de grosse différence. Après, ces masques à l'école, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Après, il y avait vous parliez du débat à la télé. Oui. Les radios, oui. Moi, ce qui me choque, c'est que tous ces gens qui viennent à la télé ne déclarent pas leur conflit d'intérêt. Pourtant, c'est dans la loi, normalement. Avec les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises. Quelqu'un qui s'exprime à la télévision doit dire, voilà, j'ai touché 30 000 euros de tel labo. Ils ne le font jamais. Et pourtant, c'est de notoriété publique. C'est bien avant mon bouquin, parce qu'on m'a accusé dans mon bouquin d'être méchant. Pourtant, j'ai pas cité grand monde dans mon bouquin. Mais il y avait d'autres journaux indépendants qui avaient déjà dénoncé ces conflits d'intérêt. C'est public. C'est public.
Donc normalement, ces gens-là ne devraient pas être à la télé. Et ils sont toujours... Pourquoi? Mais ça, c'est pas normal. Oui. Écoutez, nous on le fait, nous on l'a fait. Troisième question, je ne sais plus. Alors la troisième question, c'est la première justement de Mireille. Elle disait pourquoi on n'arrête pas cette espèce de défilé des tests? Pourquoi personne ne leur dit que justement, comme vous le dites vous, Christian Perron, écoutez, ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que c'est le ministre est très content de faire des millions de tests pour avoir des milliers de malades. Parce que comme depuis le début, il dit qu'on va tous mourir. Je vous rappelle qu'Olivier Véran, il y a 15 jours, a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, dans 15 jours, ça va être l'hécatombe. On va avoir plein de morts en France. Bon, peut-être que ce sera dans une semaine, j'attends toujours. Donc lui, il est content de faire tous ces tests parce que ça lui donne des courbes où on voit plein soi-disant de cas qui ne sont pas du tout des cas. Et moi, je dis aux Français, arrêtez d'aller vous faire tester, ça sert strictement à rien. Il faut tester des gens qui ont des symptômes, leur entourage. Des symptômes visibles, sentis, etc. Un dépistage n'a de sens que s'il est ciblé. Et c'est pareil pour les masques, je le dis depuis le début. Je ne suis pas contre les mesures, l'épidémie existe toujours, il y a encore des cas qui circulent, je ne suis pas un dénégateur de l'épidémie. Mais là, on prend des mesures qui sont totalement irréaliste. Oui, et puis déplacé hors sol par rapport à ce qui se passe. Clémence. Eh bien non, mais surtout continuez de nous appeler au 0826 300 300. On parle de seconde vague, on parle de masques, on parle de tests, on parle d'État liberticide. Eh bien, venez nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et André Bercoff est toujours dans tous ses états avec son invité, le professeur Christian Perron. Et vous qui nous appelez au 0826 300 300, c'est le cas de Didier qui nous appelle de Toulouse. Oui, bonjour Didier. Oui, bonjour, j'aurais une question. On entend parler de l'hydrochloroquine. Le docteur a dit tout à l'heure qu'on pouvait se la faire prescrire. Par contre, dans une autre émission, j'ai entendu que même si le médecin la prescrivait, la pharmacie ne la délivrerait pas. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, c'est totalement faux. Puisque même le Conseil de l'ordre des pharmaciens dans certaines régions a informé les pharmaciens qu'ils étaient tenus de délivrer, parce qu'aucun pharmacien n'a le droit de refuser une ordonnance d'un médecin. C'est pas le rôle le pharmacien est là pour contrôler que la dose est correcte, que le médecin s'est pas trompé dans le libellé, etc. Mais un pharmacien n'est pas là pour remettre en question une prescription de médecin. Donc tout ça est totalement faux. Mais il y a des pharmaciens qui ont été instrumentalisés par des politiciens, par les agences régionales de santé dans certaines régions, pour dire surtout, vous n'en aurez pas les ordonnances des médecins. C'est illégal. Donc un médecin a le droit de prescrire. La seule chose... Malheureusement, c'est un des inconvénients de la loi Bertrand, quand c'est pas dans ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Le médecin doit écrire sur l'ordonnance hors AMM. AMM, c'est autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que l'hydroxychloroquine, pour la Covid-19, n'est pas remboursée. Mais ça coûte pas très cher, je vous rassure. C'est la seule contrainte. Après, l'azithromycine, c'est remboursé et les autres médicaments sont remboursés. C'est totalement... Tout médecin a le droit de prescrire aujourd'hui, tout médecin généraliste, tout spécialiste et tout pharmacien est tenu, je dis bien tenu, par la loi, d'honorer les ordonnances. Et si un pharmacien ose vous dire que c'est pas légal, eh ben vous portez plainte. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et donc on retourne au 0826 300 300. On donne la parole à François qui nous appelle de Sarcelles. Oui, bonjour François. Oui, bonjour. Bonjour professeur Perron. Merci beaucoup pour ce que vous faites déjà. C'est fantastique. Vous et le professeur Raoult, vous avez, je pense, été comme moi le seul espoir pendant des mois et des mois. On attend vos interventions avec impatience, on vous regarde. Monsieur Bercoff, merci aussi de faire ces interviews qui sont les seules sur l'audiovisuel. C'est aussi, avec autant de vérité, c'est fantastique. Voilà. Merci en tout cas. Oh là là, merci beaucoup. Merci monsieur docteur, professeur Perron, merci beaucoup. Voilà. Continuez s'il vous plaît. Continuez. Oui, vous avez une question peut-être, dis-moi. J'ai une question. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a pu passer par la tête à Mme Buzyn pour interdire l'hydroxychloroquine 3 semaines avant l'épidémie. C'est pas passé par la tête de Mme Buzyn, c'était une demande de Sanofi depuis quelques mois. Donc moi je suis pas. C'est à Sanofi à poser la question parce qu'après si j'ai. Les laboratoires Sanofi. Le laboratoire Sanofi qui commercialise l'hydroxychloroquine, qui comme ça d'un seul coup, alors que ça faisait des décennies que c'était prescrit en vente libre, qu'il n'y avait aucun effet secondaire grave signalé, il y avait aucun signalement à l'agence du médicament.
ça leur a pris de dire ce médicament est très dangereux, c'est une substance vénéneuse, il faut l'interdire. Ah, c'est venu de Sanofi, ça c'est la première fois que je l'entends. Si vous voulez, la décision d'Agnès Buzyn, vous voyez, moi c'est une demande qui était faite à l'Agence du médicament, à la demande de Sanofi, c'est public ça. D'accord. Et ça faisait plusieurs mois. Donc après, c'est pas à moi de juger, je me pose des questions. Après, si je donne moi-même mes réponses, on va dire que je suis complotiste. Moi, je pose la question aujourd'hui à Sanofi, pourquoi vous avez fait ça ? Je ne comprends pas très bien pourquoi ça vous a pris comme ça un prurite soudain de faire, pas interdire parce que c'était sur prescription médicale, mais de restreindre l'utilisation de l'hydroxychloroquine que des milliards de gens ont pris pendant des décennies dans le monde entier sans qu'il y ait il y a eu quelques exceptionnels effets secondaires. Le plaquenil, la livaquine, etc., etc. Non mais professeur, attendez. Je reprends la question de notre ami. La décision d'Agnès Buzyn, elle n'est pas tenue de suivre Sanofi. Non, ça passe par l'Agence du médicament. C'est l'Agence du médicament qui a instruit un dossier, qui a proposé à la ministre et à sa signature de... Et elle aurait pu dire non, par exemple. Bien sûr. Elle a le droit de dire non, je suis pas d'accord avec vous. C'est une grande fille, mais après, pourquoi elle l'a fait, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il faut poser la question à Agnès Buzyn, au directeur de l'Agence du médicament et à Sanofi. Moi, honnêtement, je comprends toujours pas. Et oui, et vous n'êtes pas le seul. Merci beaucoup. Merci à vous Didier, merci beaucoup. On retourne au standard, on donne la parole à Agnès qui nous appelle de Tours. Oui, bonjour Agnès. Oui, bonjour professeur Perron, bravo, merci pour tout ce que vous nous dites, ça nous rassure un petit peu. Voilà, moi j'ai mes petits-enfants qui viennent du sud de la France ce week-end et j'ai envie de les serrer dans mes bras, de les embrasser, et qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas entendu. Alors elle dit que ses petits-enfants viennent la voir et elle a envie de les embrasser, de les serrer dans ses bras. C'est la grand-mère. Et est-ce que... Voilà, elle peut le faire sans risque. Si dans la famille, il n'y a aucun cas, ces petits-enfants sont en bonne santé, il y a aucun problème pour les embrasser, les serrer dans ses bras. Si jamais il y en avait un qui avait les problèmes de la fièvre, des problèmes respiratoires aussi, il y a eu un cas dans la famille dans les jours précédents, je serais plus prudent en disant, faites attention, peut-être les embrassez pas trop vite, faites un test. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la bonne gestion d'une épidémie. Mais généraliser ces interdictions, c'est totalement débile et ça coupe la relation sociale dans le pays. C'est pas au gouvernement de couper les relations sociales et affectives parmi les Français. Voilà Agnès. Merci, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais les embrasser et les câliner. Très bien. Vous avez bien raison. Et on retourne au standard 0826 300 300 pour donner la parole à Christophe qui nous appelle de Noisy-le-Sec. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour au professeur Perron. Je vous appelais pour poser la question à Monsieur Perron. J'ai découvert hier soir par des médias alternatifs, puisque maintenant il faut un petit peu s'informer sur l'alternative, parce que le mainstream ment par omission, la déclaration du docteur Rosenberg au Canada concernant la fin de l'épidémie, et que derrière, monsieur Arruda, l'équivalent de monsieur Salomon en France, précise que de toute façon, il faudra obliger le vaccin obligatoire à tout le monde. Que pense monsieur Perron? La question du vaccin. J'ai pas vu ce communiqué canadien, je suis désolé. Enfin, de toute façon, le vaccin obligatoire, ça n'a pas de sens. Je vous rappelle que dans la loi européenne, il est interdit pour un médecin d'administrer contre sa volonté un médicament quel qu'il soit à un malade. Moi, j'ai vécu ça quand il y a eu le problème, quand j'étais président au Conseil de la santé publique sur la tuberculose avec les tuberculoses multirésistantes. Je vous rappelle que la dernière maladie où il y avait une obligation de par la loi d'injonction thérapeutique, c'était la syphilis, il y a longtemps. Ça date. Maintenant que la syphilis, c'est plus... Bon, il y a encore des cas, mais c'est plus... ce que vous dites, pardon, professeur Perron, c'est-à-dire qu'un malade peut refuser n'importe quel médicament. Alors, il y a des exceptions un peu exagérés dans l'autre sens. Il faudrait sous contrôle de médecins, de juges, et que ce soit encadré pour garantir de certaines libertés, ce serait justifié. Mais on n'a pas le droit d'imposer quand on vous administre n'importe quel comprimé, injection contre votre volonté. C'est inscrit dans la loi européenne. Donc pas de vaccin obligatoire. On peut pas avoir le normalement, vaccin. Après il y a des États qui peuvent passer outre, etc.
Mais moi, je vois pas pourquoi on ferait un vaccin obligatoire pour une maladie qui tue quelques dizaines de personnes par jour. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il y aurait, je sais pas, 30% de morts, tous les malades tous les jours. Je dirais une grande catastrophe sanitaire. Je dirais bon, ok, c'est vraiment l'hécatombe. Il y a des morts partout autour de nous. Éventuellement, on pourrait envisager une obligation. Mais là, ça n'a strictement aucun sens. Et là, ce serait une violation très grave de la démocratie. Et moi, je suis totalement contre l'obligation dans ces circonstances, en sachant que cette obligation ne sera imposée que pour générer des centaines de milliards de profits à l'industrie pharmaceutique. Parce qu'on sait très bien que c'est pas la menace de santé publique, elle n'existe pas vraiment aujourd'hui. Alors, j'allais juste vous poser la question, juste pour compléter. Au fond, vous, alors en tant qu'infectiologue, en tant que professeur chef du service des maladies infectieuses, est-ce que vous pensez que dans le cas de ce Covid-19 tel qu'on le connaît, le vaccin s'impose ou pas ? Non, parce que un vaccin, si on le trouve. Enfin. La maladie, maintenant, au début, on a vécu la vague épidémique, il y avait quand même des morts chez les personnes fragiles, ça existe encore, mais maintenant on a un traitement. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine, c'est archi démontré. Même il y a l'ivermectine qui s'était publié au Bangladesh, en Australie, qui est un antiparasitaire qui marche à presque 100% des cas. Il y a l'artémisia, qui est une plante qui coûte rien. Et les Chinois l'ont utilisé massivement. Les Africains, alors ça, on a dit, on me suis fait attaquer, on nous a dit, l'artémisia, c'est n'importe quoi. L'Institut Max Planck, un institut de recherche très prestigieux en Allemagne, a confirmé que ça marchait. Et voilà. Donc il y a tout un tas de médicaments, de traitements qui marchent pas loin de 100%. Si on n'avait aucun médicament qui avait beaucoup de morts, un vaccin obligatoire, bon, ça aurait un sens. Oui, ce vaccin, il n'a strictement aucun sens. Et je pense qu'il ne va pas voir le jour tout de suite. Parce que quand j'ai entendu des ministres, des présidents, on va voir même Bill Gates, vous aurez le vaccin avant la fin de l'année 2020. Oui, il le dit encore. Et Olivier Véran qui dit, vous aurez le vaccin au printemps, il sera très sûr. Et il n'y a pas de risque. Parce que si l'État vous dit que c'est sûr, c'est sûr. Alors moi, si l'État dit que c'est sûr, moi ça me fait peur. Honnêtement, si vous regardez déjà, il y a 2 labos qui ont arrêté leurs études parce qu'il y a des effets secondaires graves, dont des malades avec des états neurologiques très sévères, comment ça s'appelle AstraZeneca. AstraZeneca, oui, qui a... un autre labo, je ne sais plus lequel, mais enfin... oui. Allez, on continue, on parle de vaccins, on parle de seconde vague, de masques, de tests. Eh bien, venez poser vos questions au professeur Christian Perron et c'est au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours avec son invité, le professeur Christian Perron. Je rappelle son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise » aux éditions Albin Michel. Et on vous donne la parole au 0826 300 300 et c'est Jean-Claude qui appelle de Montpellier. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Oui, bonjour au professeur et à vous-même. Je vous appelle à propos du livre du professeur Perron que j'ai lu. Oui. J'ai découvert ce livre ne fait que de citer la parole de ministre ou de médecin ou de professeur. Il fait l'historique de la pandémie. Le professeur Perron était invité sur les plateaux de télévision assez régulièrement, avant la sortie du livre. Depuis la sortie du livre, moi je ne l'ai jamais vu à la télé. Alors j'aimerais savoir si c'est lui qui refuse les invitations ou s'il est interdit d'antenne. Professeur Perron. Et je vous remercie de l'avoir de l'avoir fait s'exprimer à la radio. Et je continuerai. J'ai jamais été interdit d'antenne. Alors d'abord, au début de la pandémie, je ne me suis pas exprimé parce que moi, j'étais plus aux manettes, j'étais plus au Conseil de la santé publique. J'ai fait entièrement confiance au gouvernement, à leurs conseillers. Après, j'ai commencé à aller dans les médias quand j'ai vu que vraiment ça déraillait sévère. J'ai parlé, j'ai dit tout ce qui n'allait pas, les masques, les tests, la chloroquine. Bon, personne ne m'a écouté. C'est vrai qu'à un moment donné, de moi-même, j'ai fait une retraite des médias pour écrire mon livre. Ça prend du temps. Et puis après, j'avais besoin d'un peu d'une pause médiatique. Je suis quand même revenu depuis la sortie du livre dans le courant de l'été, mais pas en permanence, parce que moi, je pense que ça ne sert à rien d'aller tous les jours pour raconter toujours les mêmes choses avec des journalistes, de toute façon, qui ont souvent la parole de l'État et ne vous croient pas. Moi, ça me saoule un petit peu d'aller tout le temps dans les médias pour dire la même chose. Voilà, là, après, je reviens dans les médias régulièrement et puis
j'espère que ça pourra faire bouger un petit peu les choses. Mais il n'y a pas vraiment une censure au sens censure du terme. On a encore cette liberté en France. Heureusement, oui, heureusement. Merci beaucoup Jean-Claude. On retourne au standard et on donne la parole à Stéphane qui nous appelle de Toulouse. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour André Bercom, bonjour professeur Perron, merci de m'accorder la parole. Professeur Perron, j'avais une question à vous poser. Alors déjà, je vous remercie pour votre franc-parler et puis pour votre livre qui est un délice. J'ai l'impression de revivre mon confinement où j'écoutais Sibeth Ndiaye et tous ces gens-là. Mais je le lis au soleil sur ma terrasse maintenant. Ma question, professeur Perron, c'est est-ce qu'on pourrait est-ce que vous pourriez nous donner les noms des laboratoires qui sont derrière cette multitude de noms de médicaments, de molécules, donc azithromycine, plaquenil, etc., etc. Alors, qu'on ait un petit peu une idée de qui est derrière quel médicament, en fait. On pourrait avoir les noms. Tous les noms des laboratoires sont publics. Si vous regardez plaquenil, il y a le nom du commerçant. Si vous regardez azithromycine, vaccin, tout ça, c'est public. Donc, ce n'est pas à moi de le dire. Après, si tel ou tel labo est impliqué dans les pressions, dans les lobbying, je ne peux pas le dire personnellement. Il est clair que c'est quand même bizarre qu'il y ait... Je ne sais pas qui est derrière tout ça. Mais après, on dit que je suis complotiste, mais j'arrive pas à imaginer qu'il n'y ait pas un chef d'orchestre au niveau mondial quand on voit qu'en même temps, les plus grands journaux médicaux du monde, le Lancet, le New England Journal of Medicine, publient des choses fausses qui ont été instrumentalisées, qu'il y a eu toutes les sociétés savantes de beaucoup de pays qui ont été sous influence, qui ont désinformé les gouvernements. Je me dis, il y a forcément un pilote dans l'avion, mais moi, c'est pas moi. Moi, je pose la question aux industries pharmaceutiques, c'est à eux de répondre. Je pose les questions à nos politiques, c'est à eux de répondre. Qui vous instrumentalise? Parce que c'est évident qu'il y a quelqu'un qui instrumentalise au niveau international. C'est pas possible que comme ça, d'un seul coup, il y ait autant de choses qui émergent dans différents pays, une telle désinformation massive. Donc, moi, je pose la question, c'est pas à moi de répondre. Mais professeur Perron, moi je ne sais pas s'il y a un chef d'orchestre, etc. Là où on va vous encore accuser de complotisme. C'est une pandémie à l'échelle mondiale. Non, mais il y a un vrai problème que vous soulevez, et qui est soulevé d'ailleurs au-delà de vous. Il y a un problème, effectivement, on a commencé à le soulever, des laboratoires pharmaceutiques. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire de la recherche? Là, je parle des gens de bonne foi. Je ne parle pas où est-ce qu'on peut faire de la recherche, etc., sans l'aide des laboratoires pharmaceutiques. Parce que là, c'est un cercle peut-être vertueux. Là où ça commence à devenir vicieux, c'est quand on utilise, et on sait que les laboratoires pharmaceutiques, enfin, dans le monde entier, font des centaines de milliards de dollars. C'est énorme. Et je rappelle simplement qu'il y a eu, je dis à l'attention auditeur, il y a eu dans la bourse, beaucoup de laboratoires, les grands sont cotés en bourse. Dès qu'il y avait une information, on voyait le cours grimper, et puis après, ils vendaient, et puis le cours remontait. On l'a vu pour l'histoire du Remdesivir et autre chose. Et est-ce que quand même, il n'y a pas ce côté, et vous l'avez abordé, tout médecin doit dire avec quel laboratoire il collabore, mais est-ce que d'un côté, ça peut être effectivement, pour la recherche, on a besoin d'argent, et peut-être les États ne font pas assez, je ne sais pas, mais est-ce que, franchement, la pression sur des médecins à qui l'on donne telle ou telle somme, et voilà, comme dans d'autres domaines, est-ce que ça ne joue pas? Est-ce que Hippocrate n'est pas un peu hypocrite? Évidemment. Je suis très triste parce que maintenant, c'est impossible de faire une recherche d'un certain prix, je dirais. Donc, une recherche de qualité, ça demande beaucoup d'argent, quelquefois des millions d'euros ou de dollars, sans l'aide de l'industrie pharmaceutique. C'est totalement impossible. C'est impossible. C'est impossible. Oui. Les États ont totalement démissionné. Nous, à l'hôpital, on peut faire des demandes, ce qu'on appelle le PHRC, Programme Hospitalier de Recherche Clinique. Alors, on fait remplit des dossiers longs comme ça pour avoir un peu de somme pour mener une étude. En général, ils en prennent même pas 10%. Quand ils vous autorisent, ils vous suppriment la moitié des sommes que vous avez demandées. Cette étude n'est pas faisable avec pas beaucoup d'argent. Donc, tous ces programmes de financement public, à part quelques privilégiés qui ont beaucoup de pistons, on ne peut pas mener de la recherche avec les fonds publics. C'est triste. Moi, je pense que l'État, quand même, qui est très riche, qui donne quelquefois des milliards dans d'autres secteurs économiques. Et qui a des fraudes sociales de 50 milliards. Et malheureusement, on est pieds et mains liés avec l'industrie pharmaceutique. Alors, moi, je vois la différence. Moi, j'ai travaillé un peu avec l'industrie, j'ai fait des études avec eux il y a plus de 20 ans.
il y avait quand même encore une certaine éthique parmi les patrons de l'industrie en France. Il y avait beaucoup de petits labos français qui étaient des gens plutôt honnêtes, qui voulaient faire avancer les choses. Puis ils ont été bouffés. Après, maintenant, il y a 3-4 grands labos internationaux qui ont acheté tous les petits labos nationaux. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, je vous assure, je ne vais pas dire les noms parce que c'est confidentiel, mais je reçois des messages d'anciens patrons de l'industrie pharmaceutique que j'ai connus il y a 30 ans, quand j'étais tout jeune, et de leurs associés qui me disent « Bravo Christian pour ce que vous faites, pour présenter une éthique. L'industrie pharmaceutique, à l'époque, c'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Et moi, je suis pas contre l'industrie. On a besoin des industriels. C'est évident, j'ai jamais tapé sur l'industrie en tant qu'industrie. Là, je dis ce qui est pas normal, c'est que y a un petit groupe qui noyote tout ça et qui se fout complètement de la santé des humains. Ce qu'ils veulent, c'est du profit à la bourse. Quand vous voyez les actions je ne nommerai pas le labo qui sont envolées après telle ou telle information dans les médias. Russe, là, c'est plus de la médecine et ça va contre l'intérêt des citoyens. Et là, normalement, ce serait à l'État de dire stop, de mettre au pas l'industrie. C'est facile à faire. Malheureusement, les lobbyistes sont très puissants à Bruxelles et l'Europe est au-dessus des États. Et c'est l'Europe qui commande, là. Je suis inquiet avec ça, parce que... Non, vous avez raison. Ça, c'est ce mauvais côté de la nature humaine. Et il faut, comme vous dites, il faut la loi qui dise, le curseur qui dit, attention, là, stop, vous pouvez pas aller plus loin. Et on le voit. Et les noms sont connus, les laboratoires sont connus. Et malheureusement, on n'agit pas beaucoup là-dessus. Allez, on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Josiane qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Oui, bonjour Josiane. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et professeur Perron. J'ai une question à propos des 11 vaccins que l'on veut faire aux bébés. Je souhaite savoir si on a le droit de les refuser, puisque tout à l'heure le professeur parlait de ne pas accepter le vaccin contre le Covid. Alors je voudrais savoir si pour les 11 vaccins pour les bébés, c'est possible aussi. Les 11 vaccins, oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout anti-vaccinal parce que les vaccins avec peut-être les antibiotiques et puis les mesures d'hygiène, c'est ce qui a fait qu'il y a des milliards d'individus dans le monde et que ça permet d'éradiquer des maladies infectieuses très graves. Et les 11 vaccins qui sont recommandés aujourd'hui sont des vaccins très utiles. Bon, moi, je n'étais pas spécialement pour l'obligation, c'était plus politique qu'autre chose, mais... moi, j'ai même vacciné tous mes enfants, j'ai 4 filles, avec tous ces vaccins, sans état d'âme, parce que... Mais maintenant, où je commence à avoir des troubles à propos du vaccin, c'est depuis que M. Bill Gates a pris possession d'une partie de l'OMS. Moi, je le sais parce que j'ai travaillé à l'OMS comme vice-président. J'étais vice-président du comité des vaccins pour toute l'Europe. J'ai l'impression maintenant que les fabricants de vaccins sont moins regardants sur la composition. On a de moins en moins de transparence sur qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Les adjuvants, bon, l'aluminium, c'est pas dangereux du tout. Maintenant, on a la preuve, mais bon, il y a eu des fantasmes là-dessus. Mais on ne sait pas trop tout. Il paraît que maintenant, il y a des substances génétiquement modifiées. Honnêtement, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui, mais moi, en tant que scientifique, je voudrais que les fabricants de vaccins aient une transparence complète sur ce qu'ils mettent dans leur vaccin. Qui donnent le produit, et que ce soit clair et transparent. Et la confiance. Je dois dire que moi qui étais à fond pour les vaccins, je commence à avoir des doutes, pas sur tous les vaccins, parce que la plupart sont excellents et je les recommande. Je dis à tous les parents, vaccinez vos enfants, bien entendu. Mais là, sur ces nouveaux vaccins qui commencent à émerger, je commence à avoir des doutes. On nous cache des choses sur leur composition. Et ça manque de transparence pour que je puisse avoir vraiment une idée très précise. Allez, restez avec nous et surtout continuez de nous appeler au 0826 300 300. Le professeur Perron nous fait l'honneur de lui aussi rester avec nous. Donc vous pourrez lui poser des questions. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et André Berkoff est toujours dans tous ses états avec le professeur Christian Perron. Et vous, les auditeurs qui nous appelez au 0826 300 300, on donne la parole à Anne-Marie qui nous appelle de Toulouse. Anne-Marie, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Professeur Perron. Un grand merci à vous deux pour tout ce que vous faites, pour vous Monsieur Berkoff, pour oser
proposer des émissions pareilles et vous, monsieur professeur Perron, pour avoir le courage d'élever votre voix et de maintenir un discours clair et cohérent et qui nous rassure énormément. Alors, j'avais une question concernant l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, je le rappelle. C'est ça. Il y a une tribune qui est parue récemment de la part de médecins internationaux qui demandent notamment la refonte de l'OMS. Ils leur reprochent un certain nombre de choses, notamment d'avoir modifié les critères pour déclarer les pandémies sous l'influence des lobbies pharmaceutiques, la non-transparence dans les processus de décision, des négligences vis-à-vis de maladies tropicales au profit de marchés plus juteux. Donc je voudrais savoir ce qu'en pense le professeur Perron, comment il juge la gestion des crises sanitaires en général par l'OMS et notamment du Covid. Alors, pour moi, l'OMS était une très grande institution pour laquelle j'avais un immense respect. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour eux comme vice-président du groupe d'experts des vaccins. Mais j'ai senti, moi je l'ai vu au fil des années, que petit à petit l'OMS, il faut bien voir qu'elle était assez fauchée, parce que normalement tous les États membres, tous les pays de la planète doivent payer une cotisation. Il faut rappeler qu'elle dépend de tous les États membres de l'ONU. Et beaucoup de pays qui ont des crises sociales ou financières ne payent pas. Et l'OMS n'a pas les moyens d'imposer à un pays de payer sa cotisation. Donc l'OMS était... Moi, je le tiens de gens qui étaient à l'intérieur de l'OMS qui m'ont dit l'OMS est fauché, quoi. Et Bill Gates est arrivé, a dit moi voilà, je suis milliardaire. Il a racheté une partie de l'OMS, je ne sais pas la proportion exacte. Mais moi j'ai vu au fil des années... C'est le plus grand donateur du monde. Oui, j'ai vu au fil des années. Au début, il y avait un représentant de Bill Gates et de sa fondation. Puis à la fin, il y en avait 15 dans les réunions. Puis j'ai vu à chaque fois ce qui m'a choqué, alors que dans notre comité européen, quand on prenait des décisions, l'industrie pharmaceutique n'était pas présente, on a toujours refusé. Dans la réunion plénière mondiale, il y a tous les représentants de l'industrie pharmaceutique qui sont là. Ah ouais. Et qui finalement interviennent quand même parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. C'est des lobbyistes, en fait. Bien sûr. Ouais. Et moi, je me souviens, il y avait un lobbyiste d'un grand labo international qui, à propos de l'affaire Cahuzac, à la pause café, quand on sortait de la réunion, qui m'a dit, Monsieur Perron, quand même, l'affaire Cahuzac, ça nous embête bien parce que au moins avec lui, il était cher, mais on était sûr que notre dossier progressait rapidement. Je le tiens d'un... Ça, c'est des conversations de café. C'est un bon client. Mais je ne citerai pas de nom, mais je peux vous dire que le lobbying à l'OMS, il est devenu gigantesque. Et ça m'attriste parce que moi, j'ai le plus profond respect pour l'OMS et toutes ces institutions internationales comme l'ONU sont nées pour avoir la paix entre les peuples, faire avancer la démocratie, la santé dans le monde. Et malheureusement, les milieux de l'argent ont infiltré tout ça. Et ça, c'est triste. Ouais. Et ça a vraiment changé quoi depuis une dizaine d'années, vous diriez, un peu plus à peu près, sans oui, probablement. Peut-être que ça existait déjà avant, mais ça s'est amplifié ces dernières années. Allez, on retourne au standard. On donne la parole à Pierre qui nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Merci de vos émissions encore une fois. Je voulais juste poser une question au professeur Perron concernant le prix des tests. Il semblerait, alors je dis ça au conditionnel, que les tests en France soient plus chers que dans d'autres pays européens, notamment l'Allemagne et l'Espagne. Alors est-ce que le professeur Perron peut nous éclairer sur ce sujet et éventuellement confirmer ou infirmer cette information? Merci. Je ne suis pas expert dans les prix. Ce que je sais, c'est que ces tests, faits de façon totalement démesurés, chez des millions de gens, sont en train de ruiner la sécurité sociale. Alors que moi, dans mon hôpital, on manque de moyens, on ne peut pas avoir un taille-crayon, une secrétaire, recruter une infirmière supplémentaire, on n'a pas d'argent. Et on voit que pendant ce temps-là, l'État va dépenser des milliards, pour des tests qui ne servent à rien. Ça, c'est extrêmement choquant. Et je peux vous dire que je ne suis pas le seul à partager ce sentiment. Beaucoup de médecins, de personnel des hôpitaux sont choqués. Après, moi, c'est pas moi qui suis aux manettes au ministère. Pour moi, c'est vraiment un grand scandale que l'État soit capable de trouver des milliards pour des trucs qui servent à rien et de continuer à mettre à mal l'hôpital public. Parce que l'hôpital public est à l'agonie aujourd'hui, il faut le savoir. Et juste pour éclairer, hier,
une information, responsable des urgences du CHU du Kremlin-Bicêtre. Le docteur Maurice Raphaël quitte ses fonctions, lassé de l'indifférence à la direction. Chef du service des urgences du CHU, il a dit j'en peux plus, il a dit je ne craque pas, je suis pas en burn-out. Cela suffit, rien ne change, la direction s'en fout et je ne vais pas mourir à la tâche dans l'indifférence de l'administration. Il dit tous les matins se retrouver avec au moins 16 patients sans lit pour les accueillir. Il dit j'en ai marre. Il dit on vit à tout, on s'habitue à les brancards. Il vous manque des médecins, des aides-soignants, des infirmières, on laisse faire. Il dit si la direction va faire un audit et après rien ne se passe, c'est toujours le même constat. Si cela marche mal, c'est que vous êtes mal organisé et c'est en somme votre faute. Vous... je sais que vous avez lu mon livre, mais pour les téléspectateurs qui n'ont pas lu mon livre, il y a tout un chapitre de mon livre qui est consacré à la démolition programmée de l'hôpital public, et ça va continuer, que ce soit les gouvernements de droite ou de gauche. Mais c'est scandaleux ce qui se passe. Ça, c'est un scandale. On nous enlève tout. On n'a plus de moyens. Et tous les jours, ils embauchent des contrôleurs de gestion et des contrôleurs des contrôleurs. Administratif. J'ai plus envie d'aller aux réunions, ça me fait mal au ventre. Moi, je fais partie d'un grand groupe, l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. J'avais un profond respect pour cette institution qui a été magnifique. Et là, je me demande où ça va. Et maintenant, en plus, on m'en veut parce que dans l'assistance publique, j'ai tenu des propos dissidents. On est en train d'essayer de mettre à mort mon service, il faut le savoir aujourd'hui. Hein. On m'enlève les moyens. Ah, carrément. Quand je demande des moyens, on me dit non, c'est pas possible. Il y a des gens, alors je peux pas, j'ai pas de preuves écrites, donc je suis prudent, mais des pressions sur les jeunes de mon service pour quitter le service, parce que comme ils voient qu'ils peuvent pas m'abattre, parce que j'ai quand même ma grande gueule et que je vais pas me laisser influencer par des gens pour qui j'ai pas beaucoup de respect. On essaye de dire à mes jeunes de les débaucher. Travaille plus avec ce charlatan, ta carrière est foutue. Mais c'est du vécu. J'ai encore eu des témoignages hier. Donc voilà, je sais qu'on veut ma peau. Comme on ne peut pas m'achever, on veut la peau de mon service. Moi, je m'en fous parce que je suis bientôt... Je ne dis pas que je m'en fous parce que ça me fait mal au cœur. Il y a des plus beaux services de l'assistance publique en maladies infectieuses reconnus dans le monde entier. J'ai publié des centaines de publications scientifiques. Et ce qui me fait plaisir, c'est que des anciens de mon service ou des anciens étudiants de la fac me disent « Monsieur Perron, on admire ce que vous nous avez enseigné, votre humanisme. » Et maintenant, je vois que les jeunes dans mon service aujourd'hui ont peur. Eh oui. Et ça, pour moi, c'est ce qui me remue le plus les tripes. Je comprends. Parce que c'est toutes mes valeurs en médecine qu'on essaie de foutre en l'air et de détruire. C'est dégueulasse. Je dis c'est dégueulasse. Mais je sais que j'aurai raison sur le long terme. Bien sûr. Mais oui, on essaye, mais c'est comme vous dites, c'est le triomphe des contrôleurs de gestion, des tableaux Excel, etc. Et la médecine, c'est pas ça. Et vous en êtes la preuve vivante. Et heureusement, il y en a beaucoup comme vous qui se battent et c'est extrêmement important. Clémence. Allez, on retourne au 0826 300 300. On donne rapidement la parole à Josie qui nous appelle de Saint-Étienne. Oui, bonjour Josie. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour, professeur Perron. Professeur, je voulais que vous encouragez à garder votre côté humaniste. Moi, c'est ce qui me touche le plus chez vous. Je suis, comme vous, de la 3e génération. Je suis maman, je suis grand-mère et je me bats contre mes propres enfants pour essayer de leur ouvrir les yeux. J'ai l'impression que les jeunes, on veut les rentrer dans un cadre et que quand nous, les anciens, on leur dit mais non, la vie, c'est pas tout à fait ça, on a du mal à se faire entendre. Mais je ne lâcherai pas. Moi, ma question, professeur Perron, elle concernait, bien que convaincu que le Covid disparaisse de plus en plus, si on est éventuellement touché par ce sale virus, comment faire quand on habite justement à Saint-Étienne et qu'on a un CHU qui ne préconise pas la chloroquine? Garches, c'est loin. Marseille, c'est loin. Comment faire? Est-ce qu'il existe une liste des hôpitaux qui prescrivent ce traitement? Est-ce qu'il existe une liste de médecins qui prescrivent ce traitement? Voilà, moi c'est ma question parce que j'ai bien entendu tous vos messages et ils me font chaud au cœur et je les trouve très rassurants. Sauf qu'il faut que vous ayez conscience il y a une partie de la population en France qui n'ont pas cette chance d'avoir des médecins comme vous autour d'eux. Donc comment faire? Alors malheureusement, il n'y a pas de liste bien entendu, mais ma Garche, malheureusement aussi, beaucoup des jeunes de mon service refusent de prescrire la chloroquine. Ah ouais.
Ah ben oui, parce que quand je suis revenu de vacances début août, c'est fou ça. On commence à avoir de nouveau des malades et personne n'était traité. J'ai réuni les personnes du service. Ils étaient tous terrorisés dans la chloroquine. On n'a pas le droit. Ah oui, ça marche pas, etc. Voilà. Et bon, alors ma femme. Mais quand il dit, excusez-moi, quand justement, elle dit, notre auditrice dit, oui, mais il y a des médecins qui ne prescrivent pas. Tout médecin est libre de prescrire. Alors après, il y a des médecins qui ont peur, des médecins qui ne veulent pas, des médecins qui suivent ce qu'on raconte. Normalement, tout médecin est libre de prescrire de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, voire le l'ivermectine, qui est moins polémique. Et il ne peut pas refuser de prescrire. Normalement, après, un médecin est libre de sa prescription. Un patient ne peut pas imposer à son médecin une prescription, mais je trouve cette pression qui a été mise sur les médecins est diabolique. Parce que j'ai plein de médecins qui me disent, ils m'appellent, ah ouais Christian, moi j'aimerais bien prescrire, mais j'ai peur, le conseil de l'ordre et tout ça. C'est pas normal que dans un pays, on puisse pas prescrire librement. En plus, on vend des médicaments qui n'ont jamais tué personne. Tout ça, c'est une instrumentalisation politique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est dans l'instrumentalisation de la peur, de la terreur, et on est en train de stopper beaucoup de choses dans notre démocratie. Le Parlement est mis sous tutelle, le Parlement de Strasbourg est fermé. Tout ça, l'épidémie, c'est un prétexte. Merci professeur Perron, merci à vous auditeurs, vous avez posé beaucoup de questions et n'oubliez jamais, entre la peur et l'espoir, on choisit l'espoir, toujours en étant vigilant. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez réécouter cette interview sur YouTube ou en